Le roi vampire passa son 100e jour en tant que mendiant, froid et oublié sur les marches d'un hôpital. Mais lorsque l'infirmière épuisée pressa son alliance dans sa paume en murmurant « Vendez ceci pour de la nourriture », quelque chose d'ancien se fissura à l'intérieur de sa poitrine. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa simple gentillesse venait de la lier à la créature la plus dangereuse qui soit. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Adrian Blackthorne adossa son dos contre les marches froides en béton de l'hôpital St. Mary, la 100e aube se levant sur la ligne d'horizon de la ville dans des teintes de gris et d'ambre. Ses doigts traçaient le tissu rêche de son manteau volé, chaque fil un rappel de la dégradation qu'il avait choisie, le masque qu'il portait pour marcher parmi les mortels sans être détecté. L'odeur d'antiseptique et de désespoir flottait depuis les portes automatiques derrière lui, se mélangeant au gaz d'échappement et à l'odeur métallique de la pluie imminente. Pendant 99 jours, il s'était assis dans des embrasures de portes et des ruelles, observant l'humanité défiler dans leur procession sans fin d'égoïsme et d'indifférence. On lui avait jeté des pièces à ses pieds comme des restes à un chien, mais jamais avec gentillesse, seulement avec le désir de se débarrasser de lui rapidement. Le roi vampire avait autrefois régné avec compassion, avait cru en la noblesse qui pouvait exister dans le cœur des mortels. Mais 3 siècles à être témoin de guerre et de trahison avaient sculpté cette foi hors de sa poitrine comme la lame d'un chirurgien. Cette expérience avait été son test final, sa dernière tentative pour trouver la preuve que les humains méritaient la protection qu'il avait autrefois offerte si librement. S'il ne pouvait trouver un seul acte authentique de miséricorde désintéressée en 100 jours, il retournerait dans son royaume souterrain et donnerait l'ordre qui marquerait le début de la fin de l'humanité. Les lumières fluorescentes, à l'intérieur de l'hôpital, bourdonnaient comme des insectes mourants, et à travers les portes vitrées, il pouvait voir l'équipe de nuit se préparant à partir. Les infirmières se déplaçaient avec une fatigue habituée, leurs blouses froissées par 12 heures de bataille contre la mort et la souffrance. Une silhouette attira son attention, une femme aux cheveux noirs attachée en une queue de cheval pratique, ses pas lourds de fatigue, mais sa colonne vertébrale toujours droite de détermination. Elena Martinez poussa les portes, son alliance captant la dure lumière artificielle alors qu'elle cherchait maladroitement ses clés de voiture. Adrian observa alors qu'elle le remarquait assis sur les marches, ses yeux bruns rencontrant les siens pendant un instant qui s'étira comme une éternité. La plupart des gens le regardaient sans le voir maintenant, leur regard glissant sur lui comme s'il était invisible. Mais cette femme le voyait avec la clarté de quelqu'un qui passait ses journées à regarder les visages des mourants. Elle s'arrêta, ses pieds fatigués la ramenant là où il était assis, et plongea la main dans son sac à main avec des mains qui tremblaient d'épuisement. Ce qu'elle en sortit n'était pas des pièces de monnaie ou des billets froissés, mais le simple anneau d'or de sa main gauche, encore chaud de sa peau. Elle s'agenouilla à côté de lui sans se soucier que sa blouse propre touche le béton sale et pressa l'anneau dans sa paume avec une douceur qui fit craquer quelque chose à l'intérieur de sa poitrine, comme la glace se brisant sur une rivière au printemps. « Vendez ceci pour de la nourriture », murmura-t-elle, sa voix portant le poids de quelqu'un qui venait de donner tout ce qu'elle possédait de valeur. Au moment où le métal toucha sa peau surnaturelle, une magie ancienne s'éveilla à la vie comme de l'électricité dans ses veines. L'anneau du lion, une loi si ancienne qu'elle avait été oubliée par la plupart des vampires, s'activa avec la force d'un coup de tonnerre que lui seul pouvait entendre. La tâche invisible se mit en place entre eux, le liant à cette femme mortelle avec des chaînes plus solides que le fer. Et Adrian réalisa avec une horreur grandissante que sa simple expérience était devenue quelque chose de bien plus catastrophique qu'il ne l'avait jamais imaginé. Elena s'éloigna dans le matin gris,
ignorant qu'elle venait de changer le destin de deux mondes par un seul acte de compassion. Adrian resta figé sur les marches de l'hôpital, l'alliance brûlant contre sa paume comme une marque, sa simple surface dorée reflétant une lumière qui blessait ses yeux anciens. Grâce à ses sens aiguisés, il pouvait lire l'histoire du métal aussi clairement que des mots sur une page. L'anneau avait été acheté par un homme nommé Carlos Martinez, acquis avec de l'argent économisé sur des salaires de chantier, glissé au doigt d'Elena lors d'une cérémonie dans une petite église entourée d'amis qui pouvaient à peine se permettre d'y assister. Il avait été porté pendant 2 ans de mariage avant que le cancer n'emporte Carlos, laissant Elena seule avec des dettes médicales et une mère dont le cœur défaillant nécessitait des soins constants. La chaleur emprisonnée dans l'or parlait d'innombrables heures passées à tenir la main des patients, d'Elena le retirant chaque nuit pour laver la souffrance de la journée de sa peau, de la façon dont elle le touchait quand elle avait besoin de courage. Adrian se leva des marches et suivit son odeur à travers la ville qui s'éveillait. Sa vitesse surnaturelle lui permettant de se déplacer à travers les ombres tout en restant indétecté. L'immeuble d'Elena se trouvait dans un quartier où l'espoir venait mourir, sa façade de briques s'effritant comme les rêves de ses résidents. À travers des fenêtres qui n'avaient jamais connu de rideaux coûteux, Adrian regarda Elena monter 3 étages jusqu'à une porte marquée 3B. À l'intérieur, l'appartement était plus petit que la plupart des placards de vampires, ses meubles usés mais propres, ses murs décorés de certificats médicaux et de photographies de temps plus heureux. La mère d'Elena était allongée dans un lit d'hôpital qui dominait le salon, sa respiration faible et laborieuse, des tubes d'oxygène serpentant de son nez comme des serpents transparents. La femme plus âgée ouvrit des yeux qui avaient été aussi vifs que ceux de sa fille et sourit avec un effort qui parlait d'un amour plus fort que la maladie. Elena s'assit sur le bord du lit et prit la main de sa mère, et c'est alors que la femme remarqua l'anneau manquant. « Où est ton alliance, Mija ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais portant l'autorité que les mères ne perdent jamais. Elena baissa les yeux sur son doigt nu et Adrian la vit lutter avec le mensonge qui épargnerait à sa mère toute inquiétude. « Je l'ai donné à quelqu'un qui en avait plus besoin que moi, » dit-elle finalement, et les yeux de sa mère se remplirent de larmes qui parlaient de compréhension plutôt que de colère. « Certaines personnes ont plus besoin de nourriture que moi de bijoux, » continua Elena, et Adrian sentit le lien entre eux pulser de puissance à ces mots. Sa mère leva des doigts tremblants pour toucher la joue d'Elena et murmura que Carlos aurait été fier de sa générosité, qu'aider les autres était la plus haute vocation qu'une personne puisse suivre. Adrian pressa son visage contre la vitre et sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des siècles, le désir de protéger plutôt que de détruire. Le lien le contraignait maintenant, rendant impossible de simplement s'éloigner et d'oublier cette femme mortelle qui avait donné son bien le plus précieux pour sauver un étranger. Mais révéler sa vraie nature mettrait une cible sur son dos, ferait s'abattre sur sa tête tous les vampires qui chercheraient à l'utiliser comme une arme contre lui. Il resta devant sa fenêtre jusqu'à ce que le soleil monte assez haut pour le forcer à se réfugier dans des ombres plus profondes, regardant Elena se préparer à dormir après une nuit passée à combattre la mort dans les couloirs de l'hôpital. Ce n'est que lorsqu'elle ferma enfin les yeux qu'Adrian s'autorisa à disparaître dans l'obscurité, l'alliance serrée dans son poing comme un talisman contre la tempête qu'il savait imminente. L'entrée du royaume d'Adrian se trouvait sous le plus ancien cimetière de la ville, caché derrière un mausolée qui portait son nom de famille, bien qu'aucun des humains qui le lisaient ne soupçonnât la vérité. Des marches de pierre descendaient dans une obscurité qui l'accueillit comme un vieil ami, menant à des chambres taillées dans la roche vivante et décorées de trésors accumulés au cours de siècles de règne. Des flammes éternelles dansaient dans des brassereaux en bronze, leur lumière révélant des tapisseries qui dépeignaient l'histoire des vampires en fils d'or et de pourpre. La salle du conseil s'étendait devant lui comme une cathédrale,
son plafond voûté disparaissant dans des ombres qui n'avaient jamais connu la lumière du soleil. Mordecai attendait près du trône, son visage ancien sculpté dans le marbre et le temps, ses yeux détenant la sagesse et la cruauté de 3 millénaires. Séraphina arpentait près du mur opposé de la chambre, son allure militaire évidente dans chaque mouvement brusque, sa main reposant sur la garde de l'épée qui avait goûté le sang d'un millier d'ennemis. Damien était nonchalamment assis dans un fauteuil qui appartenait à la reine absente d'Adrione, les beaux traits de son jeune frère cachant une ambition qui brûlait plus fort que les flammes des brasero. Tous trois se tournèrent à l'entrée d'Adrione, leur sens surnaturel détectant immédiatement le changement chez leur roi, l'odeur de la magie du lien qui s'accrochait à lui comme un parfum. Mordecai parla le premier, sa voix portant le poids des âges. « L'expérience est terminée, dit-il, et ce n'était pas une question mais une déclaration de fait visible dans la posture et l'expression d'Adriane. Adriane se dirigea vers son trône et s'assit lourdement, l'alliance d'Héléna toujours chaude dans sa paume. « J'ai trouvé ce que je cherchais, dit-il, et les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. » Le silence qui suivit s'étira comme une lame tirée avant que le rire de Séraphina ne le brise en morceaux. « Un seul acte de gentillesse en 100 jours, dit-elle, et vous appelez cela une preuve de la valeur humaine. » Damien se pencha en avant avec un intérêt qui glaça le sang d'Adriane. « Parlez-nous de cette humaine qui a tant impressionné notre roi, dit-il, son ton léger mais ses yeux avides de faiblesse. » Adriane décrivit Héléna sans la nommer, parla de son sacrifice et de sa compassion tout en omettant soigneusement les détails qui pourraient mener son conseil à sa porte. Mais Mordecai était trop vieux et trop sage pour être trompé par des vérités partielles. « Vous avez été liés, dit-il, et les mots tombèrent dans la chambre comme des pierres dans une eau calme. L'anneau du lien s'est activé et cette humaine porte maintenant votre protection, qu'elle le sache ou non. » Séraphina cessa d'arpenter, sa main se resserrant sur son épée. « Alors elle doit être éliminée avant que nos ennemis ne découvrent son existence, » dit-elle avec le ton désinvolte de quelqu'un discutant de la météo. La faiblesse d'un roi vampire est une arme dans la main de chaque rival. Adriane se leva de son trône avec une vitesse qui fit vaciller les flammes. « Aucun mal ne lui sera fait, » dit-il, et sa voix portait l'autorité absolue de siècles de règne. Mais Damien sourit avec une satisfaction qui parlait de plans déjà en mouvement. « Trop tard, mon frère, dit-il. La nouvelle de votre petite expérience a déjà atteint des oreilles intéressées. Chaque cour de vampires d'ici au vieux continent observera pour voir comment vous gérez cette situation sans précédent. » Mordecai hocha gravement la tête. « Le lien ne peut être brisé que par la mort, dit-il, la vôtre ou la sienne. Jusque-là, elle reste une responsabilité que nos ennemis exploiteront sans pitié. » Adrienne sentit le poids de l'anneau d'Héléna dans sa paume et sut que sa tentative de prouver l'inutilité de l'humanité avait au contraire condamné la seule humaine qui lui avait prouvé le contraire. 3 pâtés de maison plus loin, Héléna se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant des ombres qui bougeaient de manière anormale, une obscurité qui semblait l'observer avec des yeux qu'elle ne pouvait voir. Elle toucha son doigt nu et se demanda pourquoi le visage de l'étranger hantait ses pensées, pourquoi elle avait l'impression qu'en donnant son alliance, elle avait commencé quelque chose qui ne pourrait jamais être arrêté. À l'extérieur de son immeuble, des vampires assez vieux pour se souvenir de l'époque où la ville était une forêt commencèrent leur surveillance, attendant les ordres de maître qui voyaient en Héléna Martinez non pas une femme de compassion, mais une clé du cœur du roi vampire. Adrian Blackthorne se débarrassa de ses haillons de mendiant comme un serpent de sa vieille peau, se transformant en Adrian Blake avec l'aisance de siècles passés à manipuler la perception des mortels. Le costume coûteux s'ajustait parfaitement à sa silhouette, taillé à Londres par des artisans qui ne se demandaient jamais pourquoi les mensurations de leurs clients ne changeaient jamais au fil des décennies de patronage. Ses cheveux, propres et coiffés, captaient de la lumière comme de l'obsidienne polie,
et les lentilles de contact qu'il portait transformaient ses yeux surnaturels argentés en une teinte de gris plus humaine. L'identité qu'il assumait était complète, avec des dossiers financiers remontant à des décennies, des fondations caritatives qui existaient sur le papier et dans des comptes bancaires soigneusement entretenus, et une réputation de philanthropie mystérieuse qui expliquait à la fois sa richesse et sa nature recluse. Elena Martinez se tenait dans la salle de pause de l'hôpital Saint Mary, remuant du sucre dans un café qui infusait depuis le service précédent, lorsque l'administrateur de l'hôpital la trouva avec une nouvelle qui allait tout changer. Une clinique médicale privée l'avait demandé spécifiquement, offrant un salaire qui fit trembler ses mains en lisant le chiffre. L'administrateur semblait aussi surpris qu'Elena, mentionnant que le propriétaire de la clinique, Adrian Blake, avait spécifiquement demandé l'infirmière qui travaillait de nuit au service des urgences, celle connue pour ses soins exceptionnels aux patients et sa compassion inébranlable. Le premier instant d'Elena fut la suspicion, car la bonne fortune avait été une étrangère dans sa vie depuis si longtemps qu'elle en avait oublié le visage. Mais les factures pour les soins de sa mère s'accumulaient chaque semaine, et le désespoir rendit la décision plus facile qu'elle n'aurait dû l'être. Le centre médical Blake occupait un manoir reconverti dans le quartier historique de la ville, son architecture gothique parlant d'argent ancien et de secrets plus anciens encore. À l'intérieur, un équipement médical de pointe brillait sous des lustres en cristal, créant un mélange surréaliste d'élégance ancienne et de technologie moderne. La nouvelle superviseure d'Elena, le Dr Sarah Chen, l'accueillit avec un enthousiasme qui semblait sincère, expliquant que M. Blake avait entendu des choses remarquables sur les compétences d'Elena et voulait lui offrir l'opportunité de travailler avec des patients qui nécessitaient les soins les plus délicats. La clinique se spécialisait dans les maladies rares et les traitements expérimentaux, expliqua le Dr Chen, des cas qui exigeaient non seulement une expertise médicale, mais aussi le genre d'intelligence émotionnelle, capable de réconforter les patients confrontés à des chances impossibles. Le premier jour d'Elena révéla la vérité derrière sa réputation alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs de la clinique comme une danseuse qui avait trouvé sa propre scène. Ses mains restaient stables lors de procédures délicates, sa voix restait calme en annonçant des nouvelles difficiles, et sa présence semblait apaiser la souffrance d'une manière que la science médicale ne pouvait pas entièrement expliquer. Adrian observait depuis des salles d'observation et des moniteurs de sécurité, ses sens surnaturels lui permettant de percevoir l'aura de paix qui entourait Elena lorsqu'elle travaillait. Chaque patient qu'elle touchait semblait s'améliorer au-delà de ce que leur état aurait dû permettre, comme si sa compassion elle-même possédait des propriétés curatives qui défiaient l'explication rationnelle. Dans l'aile privée de la clinique, Elena s'occupait d'une jeune fille dont la leucémie avait résisté à tous les traitements, et Adrian observa que la douleur de l'enfant diminuait visiblement sous les soins doux d'Elena. La jeune fille demanda à Elena pourquoi elle ne portait pas d'alliance, et la réponse d'Elena ne portait aucune trace de regret, alors qu'elle expliquait que parfois, les gens avaient plus besoin d'aide que nous des choses que nous chérissions. Ce soir-là, Elena appela sa mère depuis son petit appartement, sa voix pétillante d'excitation pour la première fois depuis des mois. Le travail payait 3 fois son salaire d'hôpital, expliqua-t-elle, assez pour payer le traitement cardiaque expérimental dont sa mère avait besoin, assez pour les déménager toutes les deux dans un meilleur quartier où le son des sirènes ne ponctuerait pas chaque nuit. Sa mère écouta avec une joie tempérée par une inquiétude maternelle, posant des questions sur le mystérieux bienfaiteur qui avait offert un emploi aussi généreux à une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Elena admit qu'Adrian Blake l'intriguait d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer, que sa gentillesse semblait sincère malgré le mystère qui l'entourait comme une eau de Cologne coûteuse, et que quelque chose dans ses yeux gris suggérait des profondeurs d'expérience qui démentaient son âge apparent. Les semaines se dissolurent dans un rythme de but partagé, alors qu'Adrian et Elena travaillaient côte à côte. Ces siècles de connaissances accumulées
lui permettant de se faire passer pour un brillant consultant médical dont les aperçus frôlaient le miraculeux. Sa compréhension de l'anatomie venait de son expérience sur les champs de bataille, traitant des blessures qui auraient tué des créatures moindres. Sa connaissance de la douleur venait d'avoir enduré des tortures qui avaient duré des décennies. Et sa compréhension de la mort venait d'avoir vu des civilisations naître et disparaître comme des vagues contre un rivage éternel. Elena accepta son expertise sans poser de questions, attribuant ses aperçus inhabituels à une étude approfondie et à une intuition naturelle, ne soupçonnant jamais que l'homme à ses côtés avait appris la médecine auprès de médecins de la peste et de chirurgiens de champs de bataille dont les noms étaient perdus pour l'histoire. Leur premier cas majeur ensemble concernait un sans-abri amené avec des blessures qui parlaient de violence et de négligence, son corps portant des cicatrices qui racontaient l'histoire d'une vie vécue dans les coins oubliés de la société. Elena travailla avec une détermination féroce pour sauver quelqu'un que la plupart des professionnels de la santé auraient considéré comme sans espoir, ses mains se déplaçant avec une précision chirurgicale, tandis qu'elle murmurait des encouragements à un patient qui n'avait pas entendu de mots gentils depuis des années. Adrian se trouva ému par son refus de laisser les circonstances déterminer la valeur d'une personne, la regardant se battre pour la vie de cet étranger avec la même intensité qu'elle aurait montrée pour un riche bienfaiteur. Lorsque le cœur de l'homme s'arrêta pendant l'opération, Elena refusa d'accepter la défaite, effectuant une réanimation cardio-pulmonaire avec des larmes coulant sur ses joues jusqu'à ce que la force surnaturelle d'Adrian l'aide à atteindre le rythme qui ramena la vie à la chair mourante. Le cas d'un garçon de 7 ans atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale mit à l'épreuve les réserves émotionnelles d'Elena d'une manière qu'Adrian pouvait à peine supporter de regarder, la voyant s'asseoir à côté du lit de l'enfant pour lui lire des histoires et jouer à des jeux, pendant que ses parents pleuraient dans le couloir. L'empathie naturelle d'Elena lui permit de parler au garçon de la mort sans crainte, l'aidant à comprendre que certains voyages ne se terminaient pas parce qu'ils étaient des échecs, mais parce qu'ils étaient complets. Adrian observa alors qu'elle tenait la main de l'enfant pendant ses derniers moments, sa présence transformant ce qui aurait dû être une scène de tragédie en quelque chose approchant la paix. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Elena était assise seule dans la chapelle de la clinique, pleurant pour un enfant qu'elle n'avait connu que 3 jours, Adrian sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le lien vampirique et tout à voir avec la reconnaissance d'une âme qui correspondait à sa propre compassion perdue. Leur travail de traitement des victimes de la violence des gangs les rapprocha d'une manière qui transcendait la collaboration professionnelle, les compétences médicales d'Elena étant complétées par la capacité surnaturelle d'Adrian à anticiper les complications avant qu'elles ne se développent. Au cours d'une nuit particulièrement difficile, alors qu'il se battait pour sauver un adolescent dont les blessures parlaient d'une ville qui dévorait ses jeunes, Elena remarqua comment les mains d'Adrian restaient stables et froides, même sous la chaleur des lumières chirurgicales. « Vous avez une peau pâle comme un vampire », le taquina-t-elle lors d'une brève pause entre les opérations, ne sachant pas à quel point sa blague s'était approchée de la vérité. Le rire d'Adrian portait des siècles d'ironie, alors qu'il convenait qu'il avait toujours été sensible à la lumière du soleil, observant le visage d'Elena pour tout signe de suspicion, tandis que son cœur effectuait des acrobaties qui auraient dû être impossibles pour les morts vivants. Alors que l'aube approchait et que leur service touchait à sa fin, Elena partagea l'histoire de la mort de son père quand elle avait 16 ans. Comment ses derniers mots avaient été d'aider les autres, qu'ils puissent ou non payer pour les soins. Elle parla de la maladie de sa mère avec l'acceptation pragmatique de quelqu'un qui avait appris que l'amour signifiait parfois regarder les gens mourir, et de sa décision de devenir infirmière, parce que guérir les autres aidait à guérir les parties d'elle-même que le chagrin avait brisées. Adrian écouta avec l'attention de quelqu'un qui avait oublié à quel point la résilience humaine pouvait être belle, réalisant qu'Elena incarnait chaque idéal noble qu'il avait autrefois cru possible dans le cœur des mortels.
Quand elle s'endormit dans le fauteuil de la salle de pause, après 36 heures de travail consécutives, Adrian la couvrit de sa veste et se retrouva à monter la garde sur son repos comme une sentinelle surnaturelle, comprenant pour la première fois en des siècles ce que signifiait se soucier davantage du bien-être d'un autre que de sa propre survie. Leur premier baiser eut lieu dans le jardin de la clinique lors d'un moment calme, après avoir réussi à sauver la vie d'une jeune mère. Elena se tournant vers Adrian, avec une joie brillante dans ses yeux, comme une lumière d'étoile capturée. Ses lèvres rencontrant les siennes avec une tendresse qui éveilla des émotions qu'il pensait enfouies pour toujours sous des siècles de cynisme et de sang. Le bonheur d'Adrian se brisa comme du cristal contre la pierre lorsque la convocation urgente de Mordecai lui parvint par des canaux qui contournaient entièrement la communication humaine, la voix mentale de l'ancien vampire portant des nouvelles qui firent sursauter son cœur mort de terreur. La salle du conseil semblait plus froide que d'habitude quand Adrian descendit du monde d'en haut, laissant Helena dormir paisiblement dans son appartement pendant qu'il faisait face à des révélations qui menaçaient de détruire tout ce qu'il avait commencé à construire avec elle. Mordecai se tenait devant une table couverte de photographies et de documents. Des images de surveillance qui montraient l'immeuble d'Helena sous de multiples angles, ses trajets quotidiens pour se rendre au travail, et même des photos de sa mère prises à travers les fenêtres de l'hôpital par des observateurs qui se déplaçaient dans les ombres comme de la fumée. Des clans de vampires rivaux de tout le continent avaient appris l'existence du lien, expliqua Mordecai avec une satisfaction sinistre, leurs espions ayant détecté la signature magique qui reliait le roi vampire à la femme mortelle comme une balise visible pour les sens surnaturels. La loi ancienne exigeait que tout humain lié à la royauté vampire subisse des épreuves dans un cycle lunaire ou fasse face à l'élimination par les cours de vampires elles-mêmes, une tradition qui avait empêché de telles complications pendant des millénaires. Serafina sortit des recoins les plus sombres de la chambre, portant des rapports qui glacèrent le sang d'Adrian plus que l'hiver. Des renseignements recueillis par son réseau d'espions et d'assassins qui se déplaçaient dans le monde souterrain surnaturel, comme des fantômes en quête de secrets. Des vampires ennemis avaient été repérés près de l'immeuble d'Helena, annonça-t-elle. De vieilles créatures dont les noms avaient du poids dans la société des vampires, des éclaireurs pour des puissances qui pourraient défier le règne d'Adrian s'ils trouvaient une faiblesse suffisante à exploiter. Les images de surveillance qu'elle projeta sur les murs de la chambre montraient des silhouettes qui se déplaçaient trop vite pour que les caméras humaines puissent les capturer clairement. Mais la vision surnaturelle d'Adrian reconnut des visages qui appartenaient à des vampires qui étaient anciens quand Rome était jeune. Damien était nonchalamment assis dans son fauteuil, avec une satisfaction qui parlait d'une justification longtemps attendue, ses beaux traits incapables de cacher l'ambition qui avait toujours brûlé derrière sa loyauté. « Le temps des choix est venu, mon frère, » dit-il avec une fausse sympathie qui ne trompait personne présent. Tu dois décider si tu accordes plus de valeur à ton trône ou à ton humaine de compagnie, car garder les deux pourrait s'avérer impossible. Ces mots portaient le poids d'un défi à peine déguisé en conseil. Et Adrian comprit que son frère voyait une opportunité dans la crise, une chance de réclamer la couronne que la primogéniture lui avait refusée. Pendant ce temps, Helena menait sa vie quotidienne de plus en plus consciente que quelque chose de fondamental avait changé dans le monde qui l'entourait, des ombres qui semblaient observer ses mouvements, la sensation d'yeux posés sur elle-même lorsqu'elle était seule dans des pièces vides, et des rêves étranges qui mettaient en scène des yeux argentés et des voix parlant des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Le vieux chien de sa mère, un terrier nommé Cisco, qui n'avait jamais montré de peur pour quoi que ce soit de plus grand qu'un facteur, se mit à se recroqueviller chaque fois qu'Adrian visitait leur appartement, gémissant et se cachant sous les meubles, comme s'il sentait des instincts de prédateur que la perception humaine ne pouvait détecter. Sa meilleure amie Maria l'a pris à partie pendant leur pause déjeuner à l'ancien hôpital. Son inquiétude évidente dans chaque mot
alors qu'elle remettait en question le passé mystérieux d'Adrian et l'exhortait à la prudence dans une relation qui s'était développée avec une vitesse surnaturelle. Maria avait fait des recherches qui révélaient que la fondation caritative d'Adrian Blake n'existait que sur le papier, que ses diplômes médicaux provenaient d'universités qui n'avaient aucune trace de sa présence, et que son histoire personnelle contenait des lacunes qu'aucune recherche sur Internet ne pouvait combler. Elena défendit Adrian avec une passion qui la surprit elle-même, arguant que certaines personnes attachaient plus de valeur à la vie privée qu'à la publicité, que sa gentillesse envers sa mère et ses compétences au centre médical prouvaient son caractère mieux que n'importe quelle vérification d'antécédents ne pourrait le faire. Mais en privé, elle se demandait ce qu'elle savait vraiment de l'homme qui était entré dans sa vie comme un ange gardien porteur de cadeaux trop parfaits pour être entièrement réel, dont la peau restait froide même dans les pièces les plus chaudes, dont les yeux reflétaient parfois la lumière d'une manière qui lui rappelait les prédateurs nocturnes et dont la présence dans sa vie avait coïncidé avec des ombres qui bougeaient de manière anormale et des rêves qui ressemblaient plus à des souvenirs qu'à des fantasmes. Elena Martinez traversa la ruelle étroite qui servait de raccourci entre le centre médical Blake et l'arrêt de bus, ses pas résonnant contre les murs de briques qui semblaient se resserrer à l'approche de minuit. Le poids de l'épuisement tirait sur ses épaules après un autre service de 16 heures, mais la satisfaction allégeait ses pas car ils avaient sauvé 3 vies cette nuit-là, y compris un ouvrier du bâtiment dont le cœur s'était arrêté 2 fois pendant l'opération. Sa sacoche médicale rebondissait contre sa hanche à chaque pas, remplie de fournitures qu'elle transportait par habitude et de la petite bouteille d'eau bénite que le père Miguel avait bénie pour elle après les funérailles de son père. Un talisman qu'elle gardait plus par sentiment que par foi. Les ombres entre les bâtiments bougeaient de manière anormale, s'écoulant comme une obscurité liquide contre les motifs naturels des lampadaires et de la lune. Et Elena sentit son pouls s'accélérer avec des instants aiguisés par des années de travail dans des quartiers dangereux. 3 silhouettes sortirent d'embrasures de portes qui avaient semblé vides quelques instants auparavant, leurs mouvements trop fluides et prédateurs pour être entièrement humains, leurs yeux reflétant le lointain lampadaire comme ceux de chasseurs nocturnes. Le chef parla avec un accent qui n'appartenait à aucun pays qu'Elena pouvait identifier, sa voix empreinte d'un amusement qui lui donna la chair de poule alors qu'il s'adressait à elle par son nom et lui demandait ce que ça faisait d'être l'humaine de compagnie du roi vampire. La première réaction d'Elena fut l'incrédulité qui se transforma rapidement en terreur alors que les traits de l'homme devenaient visibles dans la faible lumière, révélant une peau trop pâle et parfaite pour être naturelle, des canines qui dépassaient les proportions humaines normales, et des ongles qui s'étaient transformés en griffes pendant qu'elle regardait. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » murmura-t-elle, reculant contre le mur de la ruelle, tandis que son esprit rationnel essayait de traiter ce qu'elle voyait. Mais le deuxième vampire rit avec des sons qui appartenaient au cauchemar et expliqua que leur roi était devenu pathétiquement attaché à une femme mortelle qui ferait une excellente arme contre lui. La formation médicale d'Elena prit le dessus alors que la panique menaçait de submerger ses pensées, ses mains se dirigeant automatiquement vers son sac tandis qu'elle calculait les distances et les voies de fuite avec la même précision qu'elle utilisait lors des urgences médicales. L'eau bénite sortit en premier, la petite bouteille en plastique semblant inadéquate contre des prédateurs surnaturels mais brûlant leur peau comme de l'acide lorsqu'elle jeta son contenu au visage du vampire le plus proche. Ses cris de rage et de douleur lui achetèrent quelques secondes pour saisir une tubulure de perfusion de ses fournitures médicales, tordant le plastique transparent en forme de croix tout en reculant vers l'entrée de la ruelle et en priant que le folklore contienne plus de vérité que son esprit rationnel ne voulait l'accepter. Le symbole sacré improvisé semblait créer une barrière que les vampires ne pouvaient pas franchir, leur avancée s'arrêtant comme s'ils avaient heurté un mur invisible, mais leur chef grogna de fureur et commença à tourner en rond pour trouver un angle d'attaque qui éviterait le plastique béni.
Elena tenait son arme de fortune avec des mains qui tremblaient d'adrénaline plutôt que de peur, son expérience d'infirmière avec des patients violents lui ayant appris que projeter de la confiance pouvait parfois empêcher les attaques de s'intensifier. Mais ce n'étaient pas des humains poussés par la douleur ou la maladie mentale, et ces défenses improvisées ne les retiendraient pas éternellement. La température dans la ruelle chuta comme si l'hiver était arrivé en l'espace d'un battement de cœur, et Adrian Blackthorne se matérialisa à partir d'ombres qui avaient été vides un instant auparavant, sa transformation de l'homme qu'elle connaissait en quelque chose de magnifique et de terrifiant, se produisant si rapidement que les yeux d'Helena eurent du mal à suivre le changement. Son costume coûteux restait impeccable malgré sa vitesse surnaturelle, mais son déguisement humain était tombé pour révéler des yeux qui brillaient d'un feu argenté, une peau qui semblait émettre sa propre luminescence, et des crocs qui dépassaient de ses lèvres, comme des poignards d'ivoire conçus pour tuer. Les trois vampires ennemis se détournèrent d'Helena pour faire face à cette nouvelle menace, leur raillerie confiante remplacée par de la méfiance alors qu'ils reconnaissaient une puissance qui éclipsait leur propre force ancienne, et leur chef prononça le vrai nom d'Adrian avec un respect teinté d'un défi qui s'avérerait fatal. Adrian se déplaça dans l'espace confiné de la ruelle comme la mort incarnée, ses siècles d'expérience au combat évidents dans chaque frappe calculée et manœuvre défensive, ses capacités vampiriques royales déchaînées sans retenue pour la première fois depuis qu'Helena le connaissait. Le premier attaquant mourut avant qu'Helena ne puisse cligner des yeux, les griffes d'Adrian lui ouvrant la gorge avec une précision chirurgicale tandis que son autre main attrapait le corps qui tombait et le projetait contre le mur de briques avec une force qui laissa des fissures dans le mortier ancien. Le deuxième vampire dura plus longtemps, réussissant à porter un coup qui déchira la chemise d'Adrian, mais ne parvint pas à pénétrer une peau endurcie par des siècles de survie, avant que la riposte d'Adrian n'emporte la tête de la créature avec un son de branches qui se brisent. Le chef se révéla plus redoutable, sa propre vitesse surnaturelle lui permettant d'égaler les attaques d'Adrian, tout en reculant vers l'entrée de la ruelle. Mais le sang royal des vampires portait des avantages que l'âge seul ne pouvait fournir, et la frappe finale d'Adrian souleva son adversaire du sol et le projeta dans les airs pour s'écraser contre une benne à ordures avec un tonnerre métallique qui résonna sur les bâtiments environnants. Helena regarda cette démonstration de puissance d'un autre monde avec des émotions qui oscillaient entre l'horreur et la fascination. Incapable de détourner le regard de l'homme qu'elle aimait alors qu'il se tenait au milieu de la destruction qu'il avait créée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un effort qui semblait plus psychologique que physique. Quand Adrian se tourna vers elle, ses crocs toujours sortis et ses yeux flamboyants d'un feu prédateur, Helena ne ressentit aucune peur malgré le fait qu'elle regardait une créature capable de mettre fin à sa vie avec une facilité déconcertante. « C'est vraiment vous, dit-elle, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains, le roi vampire dont il parlait, et le hochement de tête d'Adrian portait des siècles de lassitude, alors que ses traits surnaturels commençaient à s'estomper pour redevenir humains. Le centre médical Blake semblait différent, alors qu'Adrian conduisait Helena à travers des couloirs qui étaient devenus familiers au fil des semaines de travail partagé. Les espaces confortables portant maintenant des nuances de tromperie qui rendaient chaque ombre plus profonde et chaque son plus menaçant. Son bureau privé, décoré de revues médicales et de prix humanitaires dont elle réalisait maintenant qu'ils devaient être des fabrications, devint le théâtre de révélations qui allait remodeler la compréhension d'Helena de la réalité elle-même. Adrian commença par l'expérience, expliquant comment 3 siècles à être témoin de la cruauté humaine l'avaient convaincu que les mortels méritaient l'extinction, comment ces 100 jours déguisés en mendiants avaient été destinés à être la preuve finale de l'inutilité de l'humanité avant qu'il ne donne les ordres qui commenceraient une guerre surnaturelle contre le monde des vivants. Helena écouta avec une incrédulité croissante alors qu'il décrivait la société des vampires cachée sous les rues de la ville,
Les lois anciennes qui régissaient des créatures qu'elle avait crues n'existaient que dans les films et le folklore. Et le rituel de lien qui s'était activé lorsqu'elle avait pressé son alliance dans sa paume avec une compassion sincère. L'expérience avait échoué, continua Adrian, car au lieu de confirmer l'égoïsme humain, il avait découvert la noblesse humaine dans sa forme la plus pure, mais cet échec avait déclenché des conséquences qui menaçaient maintenant leurs deux mondes. La réaction d'Helena passa par des étapes semblables au deuil, commençant par l'incrédulité qui céda la place à la colère, alors qu'elle réalisait à quel point sa vie avait été manipulée par quelqu'un en qui elle avait eu confiance avec son cœur. Vous avez créé un travail pour moi, accusa-t-elle, sa voix s'élevant avec une fureur qui fit reculer Adrian malgré sa force surnaturelle. Vous avez construit un centre médical entier juste pour m'observer comme une sorte d'expérience de laboratoire, et sa reconnaissance de la vérité la frappa comme des coups physiques. La peur vint ensuite, alors que les implications s'installaient dans son esprit, la compréhension que des prédateurs surnaturels la chassaient maintenant à cause de choix qu'elle avait faits dans l'ignorance, mais une étrange acceptation, suivit alors que les pièces du puzzle commençait à former une image complète dans ses pensées. Les signes avaient été là depuis le début, réalisa-t-elle. Sa peau qui restait froide, même dans les pièces chauffées, sa préférence pour le travail de nuit, ses connaissances médicales qui semblaient provenir de sources qu'aucun manuel ne pouvait fournir, et la façon dont les ombres se courbaient autour de lui, comme si la lumière elle-même reconnaissait sa nature surnaturelle. Vos yeux reflètent la lumière comme ceux d'un animal, dit-elle, se souvenant des moments où elle avait attribué le phénomène à des jeux de lumière fluorescente. Et vous ne mangez jamais quand nous travaillons ensemble. Vous ne buvez que du café que vous ne semblez jamais finir. La colère d'Helena se mua en quelque chose qui ressemblait à de la peine alors qu'elle lui demandait pourquoi il ne lui avait pas fait confiance avec la vérité. Mais l'explication d'Adrian sur la loi des vampires et les dangers que l'honnêteté aurait créés pour elle avait un sens logique, même si cela ne guérissait pas les blessures émotionnelles que la tromperie avait ouvertes. Elle exigea de voir son vrai monde, de comprendre la société qui la revendiquait maintenant comme membre, qu'elle ait choisi ou non cette appartenance, et la réticence d'Adrien ne fit que renforcer sa résolution à affronter tout ce qui l'attendait dans les profondeurs sous la ville. La descente dans le royaume souterrain d'Adrian ressemblait à un voyage dans le temps. Des marches de pierre usées par des siècles de pieds surnaturels, menant à des chambres qui précédaient de la civilisation humaine dans cette partie du monde. Le premier aperçu d'Helena de la société des vampires lui coupa le souffle par sa beauté extraterrestre. Des couloirs de marbre éclairés par des flammes qui brûlaient sans combustible, des tapisseries dépeignant des événements historiques sous des perspectives qu'aucun humain n'avait vues, et une architecture qui combinait la grandeur gothique avec une défense pratique. La salle du conseil s'étendait devant eux comme une cathédrale conçue par des êtres qui n'avaient jamais connu le confort de la lumière du soleil, son plafond voûté disparaissant dans une obscurité qui semblait absorber plutôt que refléter l'illumination des flammes éternelles. Mordecai se tenait à côté du trône avec une dignité ancienne qui fit sentir à Helena qu'elle était une enfant malgré ses 28 ans, ses yeux détenant une sagesse accumulée au fil des millénaires, mais aussi une froideur qui suggérait que la compassion était un luxe qu'il avait abandonné depuis longtemps. Son analyse de la situation du lien traitait Helena comme un problème mathématique plutôt que comme une personne, sa description clinique de la loi des vampires lui donnant l'impression d'être une preuve dans une affaire plutôt qu'une femme dont la vie avait été bouleversée par des forces indépendantes de sa volonté. Séraphina sortit des ombres près des murs de la chambre, son allure militaire évidente dans chaque mouvement précis, son mépris pour la mortalité d'Helena rayonnant comme la chaleur d'une forge, alors qu'elle soutenait que les humains n'avaient pas leur place dans la politique des vampires, quels que soient les anciens rituels de lien. Damien s'approcha avec un charme qui semblait répété et prédateur.
Ces beaux traits cachant une ambition qu'Elena reconnut grâce à son expérience avec les administrateurs d'hôpitaux qui souriaient tout en planifiant des coupes budgétaires qui coûteraient des vies. Ces tentatives de gagner sa faveur avec des compliments et une fausse sympathie ne firent que convaincre Elena que le jeune frère d'Adrien la voyait soit comme un outil à utiliser, soit comme un obstacle à éliminer, et elle répondit à ses avances avec une distance polie qui fit briller ses yeux d'agacement. Elena tint bon malgré le fait d'être entourée de créatures qui pouvaient mettre fin à sa vie avant qu'elle ne puisse crier, son expérience d'infirmière avec des patients agressifs lui ayant appris que montrer de la peur encourageait souvent la violence, tandis que projeter de la confiance pouvait parfois prévenir l'escalade. Si je suis liée à ce monde que je le veuille ou non, annonça-t-elle aux vampires assemblés, alors je veux le comprendre complètement et sa demande portait une autorité qui surprit même Adrian par sa force tranquille. Elena retourna à son immeuble avec des escortes surnaturelles invisibles dans les ombres, la protection d'Adrian la suivant à travers les rues de la ville, tandis que son esprit luttait pour traiter des révélations qui avaient redéfini la nature même de la réalité. La montée familière jusqu'au troisième étage semblait différente maintenant qu'elle savait que des créatures de légende observaient ses mouvements, et la vue de l'état détérioré de sa mère la frappa de culpabilité pour avoir passé des heures à apprendre la politique des vampires, pendant qu'une femme mortelle qui avait donné un sens à sa vie gisait mourante et seule. Maria Santos était assise à côté du lit d'hôpital qui dominait le salon, la présence de sa collègue infirmière apportant un réconfort dont Elena n'avait pas réalisé avoir besoin, mais le rapport sur l'état de sa mère pendant l'absence d'Elena brossait un tableau de déclin qu'aucune intervention médicale ne pouvait inverser. Le stress des dernières semaines avait accéléré l'insuffisance cardiaque que les médecins avaient prédit qu'il faudrait des mois pour qu'elle s'avère fatale, et la mère d'Elena était inconsciente, à l'exception de brefs moments de clarté qui venaient comme des cadeaux d'un esprit sur le départ. Adrian arriva quelques minutes après l'appel téléphonique d'Elena. Son déguisement humain parfait, à l'exception de ses yeux qui contenaient trop de chagrin pour quelqu'un qui semblait avoir la trentaine, et son offre de transformer la mère d'Elena en vampire pour lui sauver la vie déclencha une dispute qui révéla des différences fondamentales dans leur façon de voir l'existence elle-même. Elena rejeta la suggestion avec une horreur qui surprit Adrian, jusqu'à ce qu'elle explique que sa mère avait toujours cru que la mort était une transition naturelle plutôt qu'un ennemi à vaincre, que la transformer en une créature morte vivante violerait tout ce que la femme plus âgée avait enseigné sur l'acceptation des cycles de la vie avec grâce et dignité. Lorsque la conscience revint à la mère d'Elena, pour ce qui s'avérerait être la dernière fois, ses yeux se fixèrent sur Adrian avec une reconnaissance qui fit réaliser à Helena et au roi vampire que l'intuition maternelle avait pénétré son déguisement surnaturel bien avant que la vérité ne soit révélée. Certains amours transcendent ce que nous pensons possible, murmura la mourante, sa voix à peine audible, mais portant une sagesse qui fit comprendre à Adrian pourquoi Helena possédait la compassion qui avait activé l'ancienne magie du lien. Elle donna sa bénédiction à leur relation avec des mots qui absoudraient Helena de toute culpabilité pour aimer quelqu'un dont la nature défiait la compréhension humaine, et son dernier souffle vint paisiblement, sa fille et le roi vampire tenant ses mains dans une veillée qui honorait le passage d'une âme mortelle. Le service funèbre à l'église Sainte-Catherine contrastait les rituels de deuil humain avec la perspective ancienne d'Adrian sur la mort, ses sens surnaturels lui permettant de percevoir le départ de l'esprit de la mère d'Helena, tandis que les personnes en deuil se concentraient sur les restes physiques qui ne représentaient que la plus petite partie de qui elle avait été. Les larmes d'Helena tombaient comme de la pluie sur une terre qui nourrirait une nouvelle croissance, son chagrin profond, mais pas amer, car les derniers mots de sa mère lui avaient donné la permission dont elle avait besoin pour choisir l'amour plutôt que la sécurité, l'aventure plutôt que la sûreté, et un avenir qui promettait le danger, mais aussi des possibilités que l'existence ordinaire ne pourrait jamais offrir.
Debout à côté de la tombe de sa mère alors que la terre recouvrait le simple cercueil, Helena fit son choix avec une clarté qui la surprit par sa certitude, disant à Adrian qu'elle resterait avec lui et affronterait toutes les conséquences surnaturelles qui l'attendaient, mais qu'elle refusait d'être un objet passif, protégé dans un monde qui la revendiquait maintenant comme sienne. Si elle était liée au roi vampire par une magie ancienne et une loi cosmique, déclara-t-elle, alors elle serait une reine digne de ce titre, une partenaire plutôt qu'une possession, et un pont entre les mondes humains et vampires qui pourrait peut-être empêcher la guerre que l'expérience d'Adrian avait été conçue pour justifier. Les funérailles de la mère d'Helena marquèrent plus que la fin d'une vie. Elles coupèrent les derniers fils qui l'avaient ancrée au monde purement humain, la laissant suspendue entre la mortalité et le royaume surnaturel qui la revendiquait maintenant comme sienne. Quelques jours après l'enterrement, Damien Blackthorne passa à l'action avec la précision calculée de quelqu'un qui planifiait une insurrection depuis des siècles, se présentant devant le Conseil des vampires avec des documents officiels qui contestaient l'aptitude de son frère à régner. La chambre ornée sous la ville résonna des protocoles anciens alors que Damien présentait son cas, arguant que le lien d'Adrian à une femme humaine prouvait que le roi était devenu faible et sympathique aux mortels d'une manière qui compromettait les intérêts des vampires. Helena se tenait à côté du trône d'Adrian, écoutant des accusations qui la dépeignaient à la fois comme une tentatrice et une faiblesse, sa présence dans la chambre sacrée étant une violation des traditions qui remontaient à l'aube de la civilisation des vampires. Les partisans de Damien sortirent de l'ombre du conseil comme des araignées de leur toile, des vampires dont la loyauté avait toujours été conditionnelle et qui voyaient maintenant une opportunité dans l'attachement émotionnel sans précédent de leur roi. Le défi ne pouvait être refusé selon des lois plus anciennes que la mémoire humaine. Mais la tradition des vampires exigeait qu'Helena prouve d'abord sa valeur à travers 3 épreuves qui testeraient chaque aspect de son caractère et de ses capacités. Mordecai annonça les épreuves avec une gravité cérémonielle qui fit battre le cœur mortel d'Helena d'anticipation et de terreur, expliquant que l'échec à l'une des épreuves entraînerait son exécution immédiate et la dissolution du lien qui la protégeait de la loi des vampires. La première épreuve eut lieu dans une arène souterraine taillée dans la roche vivante, son sol circulaire taché du sang d'innombrables combats remontant à des millénaires de justice vampirique. Helena fit face à un guerrier nommé Victor, dont les cicatrices parlaient de batailles menées sur les champs de bataille européens. Sa force et sa vitesse surnaturelle en faisant un adversaire redoutable malgré les restrictions imposées à ses actions pour éviter une mort accidentelle. Elle entra dans l'arène en ne portant que sa sacoche médicale et les connaissances accumulées au fil des années de médecine d'urgence, traitant la confrontation comme une procédure chirurgicale qui nécessitait précision, timing et une compréhension complète de l'anatomie, tant humaine que surnaturelle. La première attaque de Victor vint avec une vitesse fulgurante qui aurait submergé les réflexes humains normaux, mais l'expérience d'Helena avec des patients violents lui avait appris à anticiper les mouvements agressifs et à répondre avec des contre-actions calculées plutôt qu'une retraite paniquée. Son scalpel, béni par le père Miguel avec son eau bénite, ouvrit une coupure précise le long de l'avant-bras de Victor qui perturba sa coordination surnaturelle sans causer de dommages permanents, tandis que sa connaissance des points de pression lui permit de cibler des zones où même la physiologie des vampires restait vulnérable à une manipulation habile. La cour assemblée regarda avec fascination cette femme humaine afficher des instincts de guerrière enveloppés dans des connaissances de guérisseuse, utilisant des tubulures de perfusion pour créer des entraves temporaires et des fournitures médicales pour façonner des armes qui transformaient des outils de guérison en instruments de combat stratégiques. La victoire d'Helena ne vint pas en maîtrisant son adversaire, mais en le déjouant, en utilisant sa compréhension de la psychologie des vampires pour prédire ses attaques, tout en employant une précision médicale pour neutraliser plutôt que détruire,
prouvant que le courage pouvait se manifester par des compétences de guérison plutôt que par une simple volonté d'infliger la violence. La deuxième épreuve mit Helena face à Cassius, un ancien vampire dont les capacités psychiques avaient été affinées au cours de siècles de manipulation mentale et de guerre psychologique, sa présence dans son esprit ressemblant à des doigts glacés, sondant ses souvenirs et ses émotions. Des années passées à gérer les traumatismes et la mort en milieu hospitalier avaient donné à Helena une résilience mentale qui la surprit elle-même, sa conscience étant fortifiée par l'exposition à la souffrance humaine sous toutes ses formes et renforcée par la compassion qui avait motivé le travail de sa vie. Cassius tenta de la submerger de visions de violence et de désespoir, inondant son esprit d'images de frénésies alimentaires de vampires et des moments les plus sombres de l'histoire surnaturelle. Mais la psyché d'Helena avait été trempée en étant témoin de véritables tragédies et en trouvant un sens au milieu de la souffrance. Au lieu de succomber à l'assaut psychique, Helena retourna la connexion mentale contre son agresseur, inondant sa conscience ancienne de ses souvenirs de compassion et de guérison humaine, lui montrant des moments où des étrangers s'étaient entraidés sans attente de récompense, où des professionnels de la santé avaient risqué leur vie pour en sauver d'autres, où l'amour avait triomphé de circonstances qui auraient dû le détruire. Le vampire psychique recula devant ces visions de noblesse humaine comme une créature touchée par le feu. Sa vision cynique du monde incapable de traiter l'authenticité des expériences d'Helena, et son retrait de son esprit le laissa stupéfait et temporairement incapable par l'exposition à des émotions qu'il avait crues éteintes dans les cœurs humains et vampiriques. La troisième épreuve arriva sans prévenir, alors que les alarmes de tout le royaume des vampires annonçaient une urgence qui menaçait d'exposer l'existence surnaturelle au monde humain d'en haut. Des vampires renégats avaient attaqué l'hôpital Saint Mary, l'ancien lieu de travail d'Helena, transformant l'institution en un champ de bataille où les patients et le personnel humain devenaient des victimes dans un conflit qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Helena se tenait dans la salle du conseil, regardant des moniteurs de sécurité qui montraient ses anciens collègues piégés dans des couloirs remplis de créatures qui se déplaçaient trop vite pour que les yeux humains puissent les suivre, leurs cris résonnant à travers des haut-parleurs qui transmettaient des sons de terreur qu'aucun mortel ne devrait jamais connaître. Les paramètres de l'épreuve devinrent clairs lorsque Mordecai expliqua le choix impossible d'Helena. Elle pouvait tenter de sauver des vies humaines en révélant l'existence des vampires au monde, déclenchant potentiellement une guerre entre les espèces qui coûterait des millions de vies, ou elle pouvait protéger le secret surnaturel tout en laissant des innocents mourir pour le bien de la préservation des lois anciennes sur l'ignorance humaine. Helena rejeta les deux options avec la même clarté décisive qui avait fait d'elle une infirmière exceptionnelle, proposant à la place une troisième voie qui nécessiterait une coordination parfaite entre les connaissances médicales humaines et les capacités surnaturelles des vampires. Elle contacta Adrienne par leur lien tout en utilisant simultanément son habilitation de sécurité de l'hôpital pour accéder au système d'urgence du bâtiment, créant un scénario qui expliquerait la violence comme une explosion de fuite de gaz tout en fournissant une couverture pour l'intervention des vampires. Son expertise médicale lui permit de guider les procédures d'évacuation qui éloignaient les patients et le personnel des zones où Adrian et ses vampires loyaux pouvaient éliminer les renégats sans témoins humains, tandis que sa compréhension des protocoles hospitaliers lui permettait de se coordonner avec les secours d'urgence de manière à soutenir leur histoire de couverture. Helena se déplaça à travers le chaos comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de tromperie, sa voix calme sur les interphones de l'hôpital, alors qu'elle dirigeait les évacuations du personnel, pendant que les forces d'Adrian engageaient les vampires renégats dans des sections du bâtiment qu'elle avait vidées de toute présence humaine. L'épreuve révéla les capacités de leadership naturelles d'Helena, alors qu'elle jonglait avec de multiples conversations, des urgences médicales et la coordination des combats surnaturels avec les compétences multitâches
qui l'avait rendu inestimable dans les situations de traumatologie. Sa capacité à faire le pont entre les mondes humains et vampires devint évidente alors qu'elle traduisait entre les espèces en temps réel, expliquant les avantages tactiques des vampires à Adrian, tout en interprétant les besoins médicaux humains pour des vampires qui avaient oublié à quoi ressemblait la fragilité mortelle en pratique plutôt qu'en théorie. Lorsque le dernier vampire renégat fut éliminé et la dernière victime humaine stabilisée, Elena se tenait sur le parking de l'hôpital, regardant les équipes de presse rapporter une tragique explosion de gaz qui avait miraculeusement fait moins de victimes que quiconque ne l'avait craint. Son histoire de couverture tenant bon sous l'examen des médias, car elle contenait juste assez de vérité pour être crédible. La reconnaissance à contre-cœur de sa valeur par le Conseil des vampires vint avec une cérémonie qui sembla anticlimatique après l'intensité de la gestion de crise réelle. Mais la faction de Damien resta hostile malgré ses capacités prouvées, considérant son succès comme une preuve supplémentaire que le jugement d'Adrian avait été compromis par un attachement émotionnel. Mordecai déclara le lien légitime en vertu de la loi ancienne, tout en avertissant que des menaces extérieures se rassemblaient comme des nuages d'orage aux horizons surnaturels, ces réseaux de renseignements rapportant que les cours de vampires à travers l'Europe et l'Asie avaient pris note de l'union sans précédent entre un humain et un vampire et envoyaient des représentants pour évaluer ses implications pour le monde surnaturel au sens large. L'éducation d'Elena à la politique des vampires commença immédiatement, alors qu'elle apprenait à naviguer dans des protocoles vieux de plusieurs siècles, tout en maintenant sa pratique médicale à la fois comme couverture et comme engagement personnel envers le bien-être humain. Elle insista pour continuer à aider les patients humains malgré les préoccupations de sécurité, gagnant le respect à contre-cœur des vampires qui considéraient initialement son dévouement à la guérison comme admirable, même s'il remettait en question sa sagesse à la lumière des dangers qui l'entouraient. Les salles du conseil d'Adrian devinrent sa salle de classe, Mordecai lui enseignant les relations complexes entre les maisons de vampires, les rancunes historiques qui façonnaient la diplomatie surnaturelle et les systèmes économiques qui avaient évolué pour gérer les ressources des vampires à travers les continents et les siècles. Serafina se révéla une alliée inattendue en enseignant à Helena la structure militaire des vampires et la pensée stratégique requise pour survivre dans un monde où les erreurs politiques pouvaient déclencher des conflits durant des décennies. Son pragmatisme de guerrière appréciant la compréhension rapide des concepts tactiques d'Helena et sa volonté de poser des questions difficiles sur la guerre surnaturelle. Le développement romantique entre Helena et Adrian s'approfondit au-delà de la contrainte magique du lien, alors qu'ils partageaient des moments calmes entre les crises, ces siècles de solitude devenant visibles dans la façon dont il la touchait, comme si elle pouvait disparaître, tandis que sa perspective mortelle l'aidait à redécouvrir l'émerveillement dans les plaisirs simples qu'il avait oublié d'apprécier. Helena apprit la jeunesse d'Adrian en tant que prince humain à l'époque médiévale, sa transformation en vampire pour sauver son royaume mourant, et l'érosion progressive de sa foi en la bonté, alors qu'il observait la capacité de l'humanité à la cruauté se dérouler à travers des siècles de guerre et de trahison. Adrien découvrit à travers les yeux d'Helena à quel point le temps des mortels pouvait être précieux, comment la brièveté de la vie humaine donnait du poids à chaque instant d'une manière que l'existence immortelle lui avait appris à prendre pour acquis, et comment sa gentillesse avait littéralement sauvé son âme du cynisme qui la consumait comme un cancer. Leurs moments intimes étaient contrebalancés par une pression extérieure croissante, les réseaux de renseignement de Serafina rapportant des nouvelles de plus en plus troublantes sur les anciennes cours de vampires, mobilisant des ressources et envoyant des délégations vers leur territoire. Les maisons européennes avaient gouverné la politique surnaturelle pendant des millénaires et considéraient le royaume américain d'Adrian comme une colonie parvenue devenue trop indépendante,
tandis que les cours asiatiques voyaient une opportunité potentielle dans le chaos qu'une reine humaine pourrait créer au sein des structures de pouvoir traditionnelles des vampires. Elena écoutait ces briefings avec l'esprit analytique qui avait fait d'elle une excellente diagnosticienne, reconnaissant dans la politique surnaturelle des schémas qui reflétaient le comportement organisationnel humain, tout en notant les différences qui reflétaient la durée de vie prolongée des vampires et leurs relations fondamentalement différentes avec la mortalité. Sa proposition émergea de semaines d'études et d'observations, une solution dangereuse qui allait soit assurer leur position, soit les détruire complètement. Inviter les cours étrangères à assister à ces capacités de première main, mais structurer la démonstration pour mettre en valeur la force de la coopération entre humains et vampires, plutôt que la faiblesse que les ennemis espéraient exploiter. Elena suggéra d'organiser une conférence médicale surnaturelle qui montrerait les avantages de combiner l'innovation humaine avec les ressources des vampires, démontrant comment leur partenariat pourrait bénéficier à toute la société des vampires plutôt que la menacer, tout en fournissant un environnement contrôlé où elle pourrait prouver sa valeur à des observateurs sceptiques qui avaient parcouru des milliers de kilomètres pour juger de son existence. Le plan exigeait une exécution parfaite et comportait des risques qui firent même exprimer son inquiétude à Serafina. Mais la confiance d'Elena en ses capacités et sa compréhension de ce que les cours étrangères avaient besoin de voir convainquirent Adriane que l'audace pourrait être leur seule voie vers la survie dans un monde surnaturel qui considérait le changement comme intrinsèquement dangereux et les humains comme intrinsèquement inférieurs. La démonstration soigneusement orchestrée par Elena commença à minuit pile, lorsque des urgences coordonnées éclatèrent dans 3 grands hôpitaux de la ville, chaque crise nécessitant à la fois l'expertise médicale humaine et les capacités surnaturelles des vampires travaillant en parfaite synchronisation. Les cours de vampires en visite se rassemblèrent dans des salles d'observation cachées équipées de technologies de surveillance qui leur permettaient d'assister à chaque instant du drame qui se déroulait. Leurs yeux anciens observant Elena commandaient le respect des 2 espèces tout en maintenant un secret absolu sur l'implication surnaturelle. L'hôpital St. Mary fut confronté à un accident de la route impliquant plusieurs véhicules qui amena simultanément 17 patients gravement blessés aux urgences, leur traumatisme nécessitant une précision chirurgicale que les mains humaines seules ne pouvaient fournir assez rapidement pour sauver chaque vie. Elena se déplaça à travers le chaos comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie de guérison, sa voix calme sur les interphones de l'hôpital, alors qu'elle coordonnait les procédures de triage, tandis que les vampires d'Adrian fournissaient une assistance qui semblait entièrement naturelle aux observateurs humains. À l'hôpital Metropolitan General, l'effondrement d'un bâtiment avait piégé des ouvriers sous des tonnes de béton et d'acier, leur sauvetage nécessitant une force surnaturelle pour déplacer les débris, tandis que les connaissances médicales humaines guidaient le traitement des blessures par écrasement qui auraient été fatales sans une intervention immédiate. L'ancienne collègue d'Elena, Maria, dirigeait l'équipe médicale humaine, tandis que les sauveteurs vampires utilisaient leurs capacités améliorées pour atteindre les victimes dans des espaces trop dangereux pour les sauveteurs mortels, leurs actions étant coordonnées par le réseau de communication d'Elena qui reliait les 2 mondes de manière transparente. Le 3e hôpital, le Children's Medical Center, devint la scène de la démonstration la plus difficile d'Elena, car une urgence pédiatrique nécessitait des procédures chirurgicales qui repoussaient les limites des capacités humaines, la forçant à opérer avec des outils de précision améliorés par les vampires, tandis qu'Adrian fournissait un éclairage surnaturel qui illuminait les champs chirurgicaux avec une clarté qu'aucune technologie humaine ne pouvait égaler. Les cours en visite observèrent à travers des caméras cachées Elena effectuait une opération qui sauva la vie d'une fillette de 7 ans, ses mains stables et sûres, alors qu'elle travaillait avec un équipement qui avait été subtilement modifié par l'artisanat des vampires
pour dépasser les normes médicales humaines normales. Le partenariat d'Elena avec Adrian pendant l'opération a mis en valeur leur coopération sans faille, ses sens surnaturels lui permettant d'anticiper ses besoins, tandis que son expertise médicale guidait des procédures qui combinaient l'innovation humaine avec l'amélioration vampirique de manière à créer des possibilités qu'aucune des deux espèces ne pourrait atteindre seule. La démonstration impressionna les représentants de la plupart des cours de vampires étrangères, leur millénaire d'expérience reconnaissant les avantages stratégiques que la coopération entre humains et vampires pouvait offrir dans les applications médicales et militaires, mais l'ancienne cour de Prague resta sceptique malgré les preuves présentées sous leurs yeux. La comtesse Elisabeth Báthory sortit de l'ombre de la salle d'observation comme une figure de cauchemar. Sa beauté préservée à travers les siècles, portant la perfection terrible que seuls les plus anciens vampires possédaient. Sa voix portant une autorité qui avait commandé le respect lorsque la civilisation humaine était encore jeune. Elle contesta la valeur d'Helena avec des mots qui coupaient comme des lames d'argent, affirmant qu'aucun humain ne possédait le droit de lier un roi vampire, quelle que soit la contrainte magique ou les capacités démontrées, et exigea un combat singulier pour régler la question selon des lois antérieures à l'histoire écrite. Helena accepta le défi avec un sang-froid qui surprit même Adrian, mais insista sur des conditions qui favoriseraient ses connaissances médicales plutôt qu'un pur conflit physique, proposant un concours qui testerait la sagesse et la capacité de guérison plutôt que la simple capacité à la violence. Les autres cours de vampires acceptèrent d'assister à cette confrontation sans précédent, leur curiosité quant à l'issue l'emportant sur les préoccupations de protocole, alors qu'elles se préparaient à voir si l'intelligence humaine pouvait triompher de la puissance surnaturelle en confrontation directe. L'arène préparée pour la bataille d'Helena avec la comtesse Báthory avait été modifiée pour ressembler à un établissement médical plutôt qu'à un espace de combat traditionnel, ses surfaces stériles et son éclairage chirurgical créant un environnement où l'expertise d'Helena aurait un avantage maximal sur la force ancienne de son adversaire. Báthory entra dans l'espace avec une grâce prédatrice qui parlait de siècles passés à chasser des proies sur les champs de bataille européens, ses capacités de vampire affinées par des guerres qui avaient façonné le paysage surnaturel du continent. Mais Helena aborda la confrontation avec la concentration calme qu'elle apportait aux chirurgies d'urgence où des décisions d'une fraction de seconde déterminaient si les patients vivaient ou mouraient. Le combat commença avec Báthory. Testant les réflexes d'Helena par des attaques rapides comme l'éclair qui aurait submergé les réponses humaines normales, mais l'expérience d'Helena avec des patients psychiatriques violents lui avait appris à lire le langage corporel et à anticiper les mouvements agressifs avant qu'ils ne deviennent des actions mortelles. Sa sacoche médicale contenait des instruments qui servaient aussi d'armes lorsque la nécessité l'exigeait, des scalpels conçus pour la précision devenant des outils de défense chirurgicale, tandis que sa connaissance de l'anatomie lui permettait de cibler des points de pression qui pouvaient neutraliser même des adversaires surnaturels sans causer de dommages permanents. Pendant ce temps, dans les salles du conseil bien en dessous de l'arène, Damien Blackthorne lança son coup d'État longuement planifié contre le règne de son frère, une tentative qu'il avait synchronisée pour coïncider avec la distraction d'Adrian pendant la bataille d'Helena pour sa légitimité. Le récit parallèle montrait Helena se battant pour sa vie et son droit d'exister dans le monde des vampires, tandis qu'Adrian faisait face à la trahison de son propre sang. Les partisans de Damien se révélant être des vampires dont la loyauté avait toujours été conditionnelle et dont l'ambition avait attendu le moment parfait pour frapper. Helena réalisa pendant son combat avec Báthory que les attaques de son adversaire portaient un désespoir sous leur fureur, les mouvements de l'ancienne vampire suggérant une douleur qui allait plus loin que la blessure physique, et ses instincts médicaux reconnurent les symptômes d'une affliction qui consumait la comtesse depuis des siècles.
Au lieu de presser son avantage lorsque Bathory faiblit momentanément, Helena recula et offrit un diagnostic plutôt que la destruction. Identifiant l'ancienne malédiction qui détruisait lentement l'esprit de la comtesse, et offrant des connaissances curatives qui pourraient soulager une souffrance qui avait duré plus longtemps que la plupart des civilisations. L'acte de miséricorde envers un ennemi qui avait cherché sa mort transforma la perception des cours de vampires observatrices du caractère d'Helena. Leurs esprits anciens reconnaissant que la véritable force résidait dans le choix de la compassion plutôt que de la conquête lorsque la victoire était à portée de main, et leur approbation passa d'une observation sceptique à un respect à contre-cœur pour une sagesse qui transcendait les frontières des espèces. La bataille d'Adrien avec Damien atteignit son paroxysme simultanément. Des frères qui avaient partagé l'éternité en tant que vampires, s'affrontant à travers un fossé qui s'était creusé pendant des siècles, leurs conflits représentant différentes philosophies sur la manière dont le pouvoir surnaturel devrait être exercé dans un monde qui contenait à la fois des monstres et des mortels. La victoire d'Adrian vint d'une expérience de combat supérieure et de capacité de vampire royal que son frère ne pouvait égaler. Mais sa décision de choisir l'exil plutôt que l'exécution pour Damien reflétait l'influence d'Helena sur son style de leadership, montrant une miséricorde que sa nature vampirique aurait rejetée avant que sa compassion n'éveille son humanité dormante. Le monde des vampires assista à travers cette double confrontation à un nouveau type de leadership qui combinait la force avec la compassion, le pouvoir tempéré par la sagesse et la possibilité que la coopération entre les espèces puisse accomplir plus que ce que la domination des humains ou des vampires seuls pourrait accomplir. L'acceptation par la comtesse Bathory de l'offre de guérison d'Helena créa une alliance qui modifia la politique des vampires européens, tandis que l'exil de Damien élimina la principale menace interne au règne d'Adrian sans créer le martyre que l'exécution aurait pu générer parmi ses partisans. La cérémonie de couronnement qui suivit les victoires d'Helena représenta un moment sans précédent dans l'histoire des vampires, les protocoles anciens étant modifiés pour accueillir une reine humaine qui resterait mortelle tout en régnant aux côtés de son roi vampire. La grande chambre cathédrale sous la ville avait été décorée de symboles qui faisaient le pont entre les traditions humaines et vampiriques, le caducée médical entrelacé avec l'héraldique des vampires, des fleurs qui ne s'épanouissaient que dans l'obscurité éternelle, arrangées aux côtés d'herbes, aux propriétés curatives reconnues par les deux espèces. La robe de couronnement d'Helena avait été confectionnée par des artisans vampires dont les compétences avaient été affinées au fil des siècles, son tissu incorporant des fils d'argent qui repousseraient normalement les créatures surnaturelles, mais qui avaient été bénis pour servir de protection plutôt que d'armes, tandis que des symboles médicaux étaient brodés aux côtés des insignes royaux des vampires pour représenter son double rôle de guérisseuse et de reine. Des représentants des cours surnaturels du monde entier remplissaient les galeries sculptées de la chambre, leur présence marquant l'acceptation d'une légitimité qui avait été gagnée par des capacités démontrées plutôt qu'héritées par le sang. Et leur présence établissait de nouvelles relations diplomatiques qui allaient remodeler la politique des vampires pour les générations à venir. Le placement de l'anneau de la reine par Adrian sur le doigt d'Helena se fit avec une cérémonie qui honorait à la fois son passé humain et son avenir de vampire, le nouvel anneau complétant plutôt que remplaçant son alliance, qui avait été restauré et portait toujours le souvenir de son premier mariage aux côtés de la promesse de son lien éternel avec le roi vampire. L'anneau lui-même représentait l'union entre un cœur humain et la royauté vampire, son design incorporant des éléments qui parlaient aux deux traditions tout en créant quelque chose d'entièrement nouveau, tout comme le règne d'Helena ferait le pont entre des mondes qui étaient restés séparés tout au long de l'histoire connue. Le premier acte d'Helena en tant que reine fut d'établir des hôpitaux qui serviraient secrètement les populations humaines et vampiriques, créant des espaces sûrs où le traitement médical serait disponible quelle que soit l'espèce,
et où les connaissances curatives qu'elle avait démontrées lors de ces épreuves pourraient être appliquées au profit des deux communautés qu'elle servait désormais. L'annonce de ces installations médicales représentait plus qu'une politique. Elle symbolisait un changement fondamental dans la manière dont la société des vampires interagirait avec le monde humain, passant d'une relation prédatrice à un partenariat coopératif qui pourrait bénéficier aux deux espèces d'une manière que l'isolement n'avait jamais permis. La reconnaissance formelle de la nouvelle reine par Mordecai portait un poids qui s'étendait au-delà de leur royaume immédiat, son autorité ancienne conférant une légitimité à des arrangements qui auraient été impossibles en vertu de la loi traditionnelle des vampires, tandis que l'évaluation militaire de Séraphina sur les avantages stratégiques offerts par la coopération entre humains et vampires convainquit les observateurs sceptiques que le règne d'Héléna représentait la force plutôt que la faiblesse. La cérémonie se conclut avec Helena et Adrian se tenant devant leur royaume uni, sa mortalité humaine équilibrée par son éternité de vampire. Leur partenariat représentant l'espoir que l'amour pouvait en effet transcender les frontières que la peur et les préjugés avaient maintenus entre les espèces pendant des millénaires. Les cours assemblés assistèrent non seulement à un couronnement, mais à la naissance d'une nouvelle ère dans la politique surnaturelle, une ère où la coopération pourrait remplacer la conquête et où la guérison pourrait devenir plus puissante que la destruction pour déterminer le sort des civilisations humaines et vampiriques. Le discours d'Helena aux vampires rassemblés souligna son engagement à servir les deux mondes, tout en maintenant le secret qui protégeait l'existence surnaturelle de la découverte humaine. Ces mots portant une autorité gagnée par l'épreuve du combat, éprouvée par la démonstration de capacité que même les anciens vampires avaient été forcés de reconnaître. Alors que la cérémonie se terminait et que les cours étrangères se préparaient à retourner sur leur territoire avec les nouvelles de ce dont elles avaient été témoins, Helena et Adrian restèrent dans la chambre cathédrale, entourés des symboles de leur règne conjoint, leurs mains jointes dans un geste qui représentait à la fois l'amour personnel et l'alliance politique, prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter à un royaume qui avait choisi l'innovation plutôt que la tradition et la coopération plutôt que le conflit dans son approche de la gouvernance de citoyens surnaturels qui devaient continuer à exister cachés au sein d'un monde humain qui restait inconscient de leur présence. 6 mois après le couronnement d'Helena, le rythme de sa double existence était devenu aussi naturel que la respiration. Ses matinées passées en blouse chirurgicale, à sauver des vies humaines, tandis que ses soirées étaient consacrées aux procédures de la cour des vampires qui façonnaient de la politique surnaturelle pour les siècles à venir. Le réseau d'établissements médicaux qu'elle avait créé fonctionnait avec une efficacité sans faille. Leur personnel soigneusement sélectionné parmi des professionnels humains possédant à la fois des compétences médicales exceptionnelles et la flexibilité psychologique pour accepter des vérités qui remettaient en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la nature de la réalité. Le docteur Sarah Chen était devenu le lieutenant le plus fiable d'Helena dans la gestion de l'équilibre délicat entre la médecine humaine et les besoins surnaturels, son esprit chirurgical brillant, s'adaptant à la physiologie des vampires avec la même précision qu'elle apportait à l'anatomie humaine, tandis que sa discrétion garantissait que les secrets restaient protégés, même sous l'examen des conseils de l'Ordre des médecins et des administrateurs d'hôpitaux. Les centres médicaux Blake s'étaient étendus pour inclure des installations dans 3 grandes villes, chacune servant à la fois de fournisseur de soins de santé légitimes et de centre de traitement secret pour les patients surnaturels, dont les besoins ne pouvaient être satisfaits par la médecine conventionnelle, leur existence étant expliquée par le personnage continu d'Adrian en tant que philanthrope, dont la richesse permettait une recherche médicale innovante. La relation d'Helena avec Adrian avait évolué au-delà du lien magique qui les avait d'abord connectés, s'approfondissant en un partenariat mature qui combinait ses siècles de sagesse accumulés avec ses approches novatrices du leadership et de la résolution de problèmes. Leur règne conjoint avait apporté une prospérité sans précédent au royaume des vampires,
L'accent mis par Elena sur la coopération et la guérison, complétant la compréhension stratégique d'Adrian de la politique surnaturelle, créant des politiques qui renforçaient leur royaume tout en maintenant le secret essentiel à la survie des vampires. Les professionnels de la santé humain qu'Elena avait commencé à former travaillaient aux côtés de membres du personnel vampire qui s'étaient adaptés aux horaires de jour et avaient appris à interagir avec les mortels sans déclencher les instincts prédateurs qui avaient défini leur existence pendant des siècles. Leur intégration réussie prouvant que la coopération entre les espèces était non seulement possible, mais mutuellement bénéfique. La journée typique d'Elena démontrait la transition sans heurts qu'elle avait maîtrisée entre ces deux mondes. Commençant par une chirurgie cardiaque complexe qui sauvait la vie d'un ouvrier du bâtiment dont l'assurance n'aurait jamais couvert la procédure expérimentale qu'elle effectuait, suivie de consultations l'après-midi avec des patients vampires dont les capacités de guérison surnaturelle nécessitaient une intervention médicale qui comprenait à la fois leurs capacités améliorées et leur vulnérabilité unique. Le royaume des vampires était entré dans une ère de stabilité qui surprit même Mordecai, dont les millénaires d'expérience lui avaient appris à s'attendre au conflit et à la trahison comme des constantes dans la politique surnaturelle. Mais l'influence d'Helena avait créé un environnement où la coopération prospérait et où les anciennes rancunes étaient mises de côté en faveur d'une prospérité partagée. Les audiences du soir à la cour mettaient en valeur la maîtrise croissante d'Helena des protocoles diplomatiques des vampires, alors qu'elle arbitrait les différends entre les maisons de vampires avec la même autorité calme qu'elle apportait aux crises médicales, sa perspective humaine fournissant des solutions que des immortels vieux de plusieurs siècles n'avaient pas pu envisager en raison de leur schéma de pensée bien ancré. Le succès de l'intégration d'Helena dans la société des vampires n'était pas passé inaperçu des cours surnaturels du monde entier, des délégations arrivant chaque mois pour étudier l'arrangement sans précédent et envisager si une coopération similaire pourrait bénéficier à leur propre territoire, bien qu'aucune n'ait encore tenté de reproduire les circonstances uniques qui avaient rendu l'ascension d'Helena possible. La cérémonie de mariage formelle d'Helena et Adrian eut lieu au coucher du soleil dans la chambre cathédrale sous la ville, le moment liminal entre le jour et la nuit, symbolisant l'union du temps humain et du temps vampire, dans une célébration qui honorait les deux traditions tout en créant quelque chose d'entièrement nouveau. Helena portait son alliance d'origine aux côtés de sa couronne royale de vampire, le simple anneau d'or qui avait tout commencé étant maintenant complété par des insignes anciens qui la marquaient comme reine de créatures qu'elle avait autrefois cru n'exister que dans le folklore, ces doubles symboles représentant un passé qu'elle honorait et un avenir qu'elle embrassait avec une dévotion égale. La liste des invités reflétait la complexité de leurs mondes unis, avec les collègues médicaux d'Helena assistant aux côtés de la noblesse vampire, des amis humains qui croyaient qu'Adrian était simplement un riche philanthrope partageant l'espace de célébration avec des êtres surnaturels dont la vraie nature restait soigneusement dissimulée derrière le glamour et la diversion. Le docteur Chen et Maria étaient assises au premier rang, portant des robes de soirée qui étaient des cadeaux d'artisans vampires, leur présence représentant le lien continu d'Helena avec ses origines humaines, tandis que leur acceptation de mystères inexpliqués démontrait la confiance qui s'était développée entre les espèces au cours de mois de coopération prudente. Le Conseil des vampires d'Adrian occupait des places d'honneur décorées de bannières portant à la fois l'héraldique des Blackthorn et des symboles médicaux, la dignité ancienne de Mordecai conférant de la gravité à une procédure qui marquait un nouveau chapitre dans l'histoire des vampires, tandis que l'allure militaire de Séraphina s'était adoucie en quelque chose approchant la fierté maternelle en regardant son roi trouver un bonheur qui lui avait échappé pendant des siècles. Des représentants des cours surnaturels alliés remplissaient les galeries sculptées de la cathédrale, leur présence marquant la reconnaissance diplomatique de la légitimité qu'Helena avait gagnée par ses capacités démontrées plutôt que par le sang hérité,
leur présence assurant que la nouvelle de cette union sans précédent se répandrait dans le monde surnaturel comme preuve de nouvelles possibilités de coopération entre les espèces. La cérémonie commença par des vœux échangés en anglais que les invités humains pouvaient comprendre, les mots d'Elena soulignant son engagement à guérir les deux mondes tout en promettant de combler le fossé entre la compassion humaine et la force des vampires au service de tous ceux qui bénéficieraient de leur leadership uni. La réponse d'Adrian dans la langue humaine parla de protéger la mortalité d'Elena tout en partageant un amour immortel qui durerait au-delà de la brève durée des années humaines, sa voix portant une émotion qui fit même se souvenir aux anciens vampires ce que c'était que d'aimer quelqu'un dont le temps se mesurait en décennies plutôt qu'en siècles. Le deuxième échange de vœux eut lieu dans l'ancienne langue des vampires qui précédait la civilisation humaine, des mots de lien qui portaient un poids magique et créaient des connexions qui transcendaient de la cérémonie légale. La prononciation d'Helena soigneusement pratiquée sous la tutelle de Mordecai, tandis que les réponses d'Adrian invoquaient des protections et des promesses qui atteignaient des domaines de la loi surnaturelle qui régissent les relations immortelles. La réception qui suivit mit en valeur l'harmonie qu'Helena et Adrian avaient créée entre leurs mondes. De la musique humaine jouée par des musiciens qui n'avaient aucune idée que leur public comprenait des créatures assez vieilles pour avoir inspiré les légendes que leurs chansons célébraient, tandis que les traditions des vampires étaient observées à travers des cérémonies qui apparaissaient aux invités humains comme des performances théâtrales élaborées plutôt que des rituels anciens ayant une signification surnaturelle authentique. La nourriture mortelle préparée par des traiteurs humains partageait l'espace de table avec des mets que seuls les palais des vampires pouvaient apprécier. La ségrégation soignée garantissant que les invités humains restaient inconscients des préférences alimentaires qui auraient soulevé des questions inconfortables sur la vraie nature de leur hôte et la réalité des créatures avec lesquelles ils partageaient l'espace de célébration sans le savoir. Un an après leur mariage, la découverte par Helena de sa grossesse créa des ondes de choc qui se propagèrent à travers les mondes humains et vampires, la réalité biologique impossible les forçant à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient comprendre sur les frontières entre l'existence mortelle et immortelle. La conception aurait dû être médicalement impossible selon toutes les lois de la physiologie des vampires, que les connaissances anciennes de Mordecai englobaient. Pourtant, la grossesse d'Helena se déroula avec une normalité qui défiait les attentes surnaturelles, tout en créant des possibilités qu'aucune prophétie n'avait pleinement anticipées. La révélation par Adrian d'anciens textes qui parlaient d'enfants hybrides, capables de faire le pont entre les mondes surnaturels et humains de manière permanente, ajouta un contexte historique à leur miracle personnel. Des prophéties écrites dans des langues antérieures à l'histoire écrite suggérant que leur enfant pourrait posséder des capacités qui pourraient transformer la relation entre les espèces d'une manière que la simple coopération n'avait fait qu'entamer. La création par Helena d'une fondation de recherche médicale fournit une couverture pour des études qui exploraient secrètement la guérison surnaturelle. Ces références scientifiques légitimes lui permettant d'enquêter sur les capacités régénératrices des vampires et la résistance aux maladies surnaturelles sans déclencher la suspicion des établissements médicaux humains qui auraient exigé des explications qu'elle ne pourrait jamais fournir. Le centre de recherche fonctionnait sous le couvert d'enquêter sur des maladies génétiques rares et des traitements expérimentaux, ces travaux faisant progresser les connaissances médicales humaines tout en développant simultanément des thérapies qui pourraient bénéficier à la physiologie des vampires d'une manière que les siècles précédents n'avaient jamais imaginée. La grossesse d'Helena avait progressé normalement au cours de son premier trimestre, malgré la nature sans précédent de la conception entre un humain et un vampire,
son corps s'adaptant pour porter un enfant dont l'héritage comprenait à la fois des limitations mortelles et des possibilités immortelles, tandis que les instincts protecteurs d'Adrian s'étaient intensifiés au-delà de tout ce que sa nature de vampire avait connu auparavant. Le royaume souterrain s'était transformé pendant l'année d'Héléna en tant que reine, ses chambres étant maintenant remplies à la fois de vampires et d'humains soigneusement sélectionnés travaillant ensemble sur des projets allant de la recherche médicale à l'échange culturel. Leur coopération, prouvant que les barrières entre les espèces avaient été maintenues par la peur et l'incompréhension plutôt que par une incompatibilité fondamentale. Le double rôle d'Helena en tant que guérisseuse et reine avait créé des opportunités de progrès qu'aucune des deux espèces n'aurait pu atteindre seule. La force et la longévité des vampires se combinant à l'innovation et à l'adaptabilité humaine pour produire des solutions à des problèmes qui avaient tourmenté les deux communautés pendant des générations. L'enfant qui grandissait dans le ventre d'Helena représentait plus qu'un bonheur personnel. Il symbolisait l'espoir d'un avenir où la frontière entre l'humain et le vampire pourrait devenir perméable plutôt qu'absolue, où la coopération pourrait évoluer vers une véritable intégration qui bénéficierait aux deux espèces sans compromettre la nature essentielle de l'une ou de l'autre. Helena portait toujours son alliance d'origine et sa couronne de vampire lors des occasions formelles, le simple anneau d'or qui avait activé l'ancienne magie du lien étant maintenant accompagné d'un signe qui la marquait comme reine de créatures, qui avait appris à valoriser la guérison au-dessus de la domination, la compassion au-dessus de la conquête, et la coopération au-dessus de l'isolement, qui avait défini l'existence des vampires pendant des millénaires. Alors qu'Helena et Adrian parcouraient les couloirs de leur royaume en discutant des plans pour l'avenir de leur enfant, ils passaient devant des laboratoires où des scientifiques humains travaillaient aux côtés de chercheurs vampires, des installations médicales où les deux espèces recevaient un traitement qui combinait le meilleur des connaissances mortelles avec des capacités surnaturelles, et des salles de réunion où les protocoles diplomatiques étaient réécrits pour s'adapter à des réalités que les générations précédentes avaient jugées impossibles. L'image finale de leur histoire montrait Helena posant sa main sur son ventre arrondi, tandis que les doigts froids d'Adrian couvrirent les siens avec une douceur qui parlait d'émerveillement face au miracle qu'ils avaient créé ensemble, leur enfant représentant la preuve ultime que l'amour pouvait en effet vaincre les frontières que la peur et les préjugés avaient maintenues entre les espèces, et que l'avenir pourrait receler des possibilités que ni l'imagination humaine ni celle des vampires n'avaient été capables d'envisager seuls.